Dans la question suivante, on vous parle d'un polynôme P qui est défini par l'équation suivante. P de x est défini par ax carré plus bx est égal à c. A, B et C sont des nombres réels. On connaît deux racines du polynôme, 1 et 3. Et on sait que l'image de 2 par ce polynôme vaut 2. On vous demande que vaudrait l'image de 0. Et pour répondre à cette question, on aurait besoin de connaître les paramètres A, B et C. Ça fait 3 paramètres, un peu compliqué à trouver. Heureusement, il y a une astuce. On peut réécrire l'équation P de x sous forme A fois x moins la première racine, R1, fois x moins la deuxième racine, R2. Ainsi, il n'y a plus qu'un seul paramètre à trouver, ce sera plus simple. En plus de ça, on sait que l'image de 2 par le polynôme P, ça vaut 2. Donc on peut écrire P de 2 égale 2, égale encore A fois 2 moins la première racine, qui vaut 1, 2 moins 1, fois 2 moins la deuxième racine, 3. Ceci, ça nous donne 2 est égal à A fois 1 fois moins 1. Et donc A est égal à moins 2. Maintenant, il ne reste plus qu'à utiliser cette information pour trouver l'image de 0. P de 0 est égal à A, c'est-à-dire moins 2, fois x qui vaut cette fois-ci 0 moins la première racine, 1, fois 0 moins la deuxième racine, 3. On obtient donc moins 2 fois moins 1 fois moins 3, ce qui donne moins 6, à savoir la réponse A. Dans l'exercice suivant, on vous demande de retrouver la valeur d'un angle alpha qui est exprimé en radians et qui vaut entre pi demi et pi, sachant qu'on a cette relation cosinus exposant 4 de alpha moins sinus exposant 4 est égal à 1 demi. La première chose qu'on peut utiliser, c'est cette relation qui dit que a carré moins b carré peut être exprimé comme le produit de a plus b fois a moins b. En appliquant ça à mes cosinus et mes sinus, je peux dire que ce terme-ci, cosinus exposant 4 moins sinus exposant 4, il va valoir cosinus carré de alpha plus sinus carré de alpha, le tout multiplié par la différence entre les deux, donc cosinus carré de alpha moins sinus carré de alpha, et cela vaut toujours 1 demi, comme dans l'énoncé. Le théorème fondamental de trigonométrie nous apprend que la somme des carrés des sinus et cosinus pour un même angle vaut toujours 1, donc je peux négliger ce terme et juste passer à la suite. Par ce même théorème, je peux dire que je pourrais exprimer un des deux termes par rapport à l'autre. Exemple, je peux exprimer sinus carré comme étant 1 moins cosinus carré. C'est ce que je vais faire à la ligne suivante, où je réécris ceci, cosinus carré de alpha, moins, entre parenthèses, 1 moins le cosinus carré de alpha. Et cela vaut toujours 1 demi. En distribuant le signe négatif ici, je tombe sur 2 cosinus carré de alpha moins 1 égale 1 demi. Je peux remettre le 1 de ce côté-là et tomber sur 2 cosinus carré de alpha égale 3 demi. En divisant par 2 les deux termes de l'équation, je tombe sur cosinus carré de alpha qui sera égal à 3 quarts. Nous avons donc plus qu'une étape à faire, puisqu'il suffit de prendre la racine carrée de ce résultat pour avoir le cosinus de alpha. Problème, c'est que le cosinus de alpha pourrait être plus ou moins radical 3 sur 2. Comment savoir laquelle des deux est la bonne? On retourne dans l'énoncé, puisque sur un cercle trigonométrique, un angle dont le cosinus vaudrait radical 3 sur 2 se situerait quelque
par ici. Hop, voilà mon cercle. Donc, je cherche un angle dont le sinus vaudrait plus radical 3 sur 2, quelque part par ici, ou moins radical 3 sur 2, quelque part par ici. L'énoncé me dit que je suis forcément entre pi demi et pi. Je vais donc regarder uniquement le deuxième cadran qui est ici. Et l'angle qui se situe ici, c'est l'angle complémentaire par rapport à cet angle-ci, pi sur 6. Comment retrouver cet angle complémentaire? On fait pi moins pi sur 6, ce qui fait 5 pi sur 6, à savoir la réponse D. Dans cette question de l'examen de 2020, on nous parle d'un prisme de verre d'indice de réfraction 1,5 plongé dans un milieu dont on connaît l'indice de réfraction. On sait que le rayon incident, ici symbolisé par la flèche en noir, traverse le premier côté du prisme de manière perpendiculaire. C'est pour ça qu'on ne constate aucune réfraction. Ensuite, il atteint l'autre côté du prisme, et ici on nous parle d'une réflexion totale. Voilà pourquoi on peut dessiner le rayon réfracté comme étant le rayon ici en rouge. D'accord? Donc l'angle du rayon réfracté, qu'on pourrait appeler θ2, équivaut à cet angle-ci et vaut pi demi-radian ou bien 90 degrés. D'accord? Avec les informations qui nous ont été données, on est aussi capable de déterminer l'angle du rayon incident, qui est toujours à mesurer par rapport à la normale, et qui vaut lui-même 60 degrés. En appliquant la relation de Snell-Descartes, nous sommes capables de trouver la valeur de n', puisque la relation Snell-Descartes nous dit quoi? Nous dit que n1 multiplié par le sinus de θ1, qui correspond donc en fait à l'angle d'incidence, doit être égal à n2 multiplié par le sinus de θ2, qui correspond ici à l'angle réfracté. Alors n1 nous est donné, puisqu'il vaut 1,5. Donc appliqué à l'exercice, voici les valeurs que nous avons. 3 demi, 1,5, multiplié par le sinus de 60 degrés, qui vaut donc racine de 3 sur 2, doit être égal à n', qui est donc le deuxième indice de réfraction, multiplié par le sinus de pi demi, ou autrement dit 1. Lorsque nous avons évalué ceci, on peut donc évaluer n', alors n' qui correspondrait à 3 demi multiplié par racine de 3 sur 2. Alors, vous devez être capable d'évaluer à peu près racine de 3 comme étant équivalent à, grosso modo, un peu plus de 1,7. Et donc, si nous avons 1,7 comme approximation pour racine de 3, nous sommes capables d'évaluer 3 demi fois 1,7 sur 2 comme étant à peu près 1,275. Une fois que nous avons calculé cette valeur, nous devons regarder quelles sont les valeurs qui s'en approchent le plus, et on remarque ici que c'est la réponse C. D'accord? Alors attention, on nous demande quel indice de réfraction pourrait avoir le milieu extérieur. Alors puisqu'on nous parle d'un conditionnel, qu'on nous dit pourrait avoir, il est question de se demander est-ce que les autres indices de réfraction sont à exclure. Alors ce qui est sûr et certain, c'est que l'indice de réfraction D, donc considéré comme étant inférieur à 1, est à exclure. Il n'existe pas de milieu dont l'indice de réfraction est inférieur à 1, puisque l'indice de réfraction du vide lui-même vaut 1. D'accord? Ensuite, puisqu'on nous parle d'une réflexion totale, il est important de se rappeler que pour avoir une réflexion totale, eh bien, il faut que l'indice de réfraction du second milieu soit inférieur à l'indice de réfraction du premier milieu. Sinon, il n'est pas possible d'avoir une réflexion totale. Or, quand on observe les différents indices proposés, nous avons déjà exclu le D, mais nous pouvons aussi exclure la A et la B, tout simplement parce que la A est supérieure à 1,5 et la B est équivalente à 1,5. Donc l'unique proposition qui permettait de répondre à cette question était d'ores et déjà la C, sans même avoir à utiliser la relation de Snell-Descartes. Cette question concerne les principes d'électrostatique.
On nous parle de 3 charges positives de respectivement 1, 2 et 4 coulombs, disposées horizontalement comme sur le schéma qui nous est proposé. Et on nous demande quelle doit être la distance D, donc entre la charge de 2 et celle de 4 coulombs, pour que la force résultante sur la charge de 2 coulombs soit nulle. Alors, ici, il est important de comprendre que lorsque il y a des charges électrostatiques qui sont en présence l'une de l'autre, elles vont interagir grâce à une force qui a été déterminée par M. Coulomb, qui respecte la relation suivante. L'intensité de cette force, qu'on appelle une force électrostatique, est équivalente à un certain coefficient K multiplié par la valeur absolue de la première charge, qui est elle-même multipliée par la valeur absolue de la deuxième charge, et le tout divisé par la distance qui sépare les deux charges au carré. D'accord? Lorsqu'on utilise cette relation qui nous a été donnée par M. Coulomb, on est capable d'évaluer la force F1 et la force F4. Alors, la force F1 que j'ai ici dessinée en vert est générée par la présence de la charge de 1 coulomb à proximité de la charge de Coulomb. Et la force F4 est générée sur la charge de Coulomb par la présence de la charge Coulomb, de 4 coulombs, pardon, en présence de celle de 2 coulombs. Donc, pour que la résultante sur la charge de Coulomb soit nulle, eh bien, il faut que ces deux forces aient la même intensité, puisque, dans tous les cas, les 3 charges étant positives, elles sont toutes en train de se repousser. Donc, je vais écrire la relation à chaque fois en tenant compte de l'intensité de chacune de ces forces. Alors, la force F1, eh bien, c'est le coefficient K, qui est lui-même multiplié par la charge de 1 coulomb, qui est elle-même multipliée par la charge de 2 coulombs, et qui est divisée par la distance qui les sépare au carré. Alors la distance qui les sépare, elle n'est rien d'autre que les 1,2 mètres moins la distance D, qui est présente entre la charge de 2 coulombs et la charge de 4 coulombs. Eh bien, ceci doit être équivalent à la norme de la force F4. F4 qui est donc égal à K, multiplié par la charge de Coulomb, multiplié par la charge de 4 coulombs, divisé par D au carré. Lorsqu'on effectue différentes simplifications, eh bien, on remarque que la charge de 2 coulombs, elle est présente dans chaque membre de l'égalité, le coefficient K, pareillement, et ensuite, on peut utiliser différents outils d'algèbre pour arriver à une expression comme celle-ci. Donc, on va garder le 1 au numérateur en vert, et on va le diviser par le 4 qui était au numérateur en violet. Donc, je vais passer au dénominateur dans le membre de gauche. Ensuite, le dénominateur du membre de gauche, je vais le faire passer au numérateur du membre de droite. Et donc, on va voir apparaître 1,2 moins d au carré, divisé par d carré. D'accord? En prenant la racine carrée de chacun des membres, on sait que ceci doit être positif puisqu'on a affaire à des distances. Donc, la racine carrée de 1 quart va nous donner 1 demi. Et ensuite, on va avoir 1,2 moins d divisé par d. Cette équation est beaucoup plus simple à résoudre et nous donne directement, en isolant d, d étant égaux à 0,8 mètres. Lorsqu'on a résolu ceci, on constate effectivement que ça correspond à la réponse D majuscule de l'exercice. Je tiens quand même à vous préciser que, sans avoir à faire une résolution numérique de l'exercice, il était possible de trouver la réponse D. En effet, quand on observe l'expression de la force électrostatique selon Coulomb, on constate que cette force est proportionnelle à chacune des deux charges, mais qu'elle est inversement proportionnelle, et même inversement proportionnelle au carré, à la distance qui sépare les deux charges. Ici, la charge de Coulomb étant la charge qui subit les deux forces, elle est commune dans les deux cas, donc elle n'entre pas vraiment en compte lorsqu'on veut trouver un point d'équilibre. Par contre, la charge de 4 coulombs est 4 fois supérieure à celle de 1 coulomb. Pour que la force de 1 coulomb génère une force qui ait la même intensité que celle de 4 coulombs, il faut trouver un moyen de compenser le fait que celle de 4 coulombs soit supérieure. Et bien pour ça, il suffit en réalité de rapprocher la charge de 2 coulombs de celle de 1 coulomb, puisque en se rapprochant, la force va augmenter en intensité. Mais de la même manière que
celle de 4 coulomb qui s'éloigne du coup de celle de 2 coulomb, eh bien, elle va diminuer l'intensité de la force qu'elle génère sur celle de 2 coulomb. D'accord? Puisque les deux forces sont égales, mais que les deux charges ne sont pas égales, il faut que que la charge de 2 coulombs soit plus proche de celle de 1 coulomb que celle de 4 coulombs. Il faut donc que D soit supérieur à la moitié des 1,2 mètres. Or, lorsqu'on s'intéresse aux propositions, on constate qu'il n'y a qu'une seule proposition qui dépasse la moitié de 1,2, puisqu'il n'y a que la réponse D qui est supérieure à 0,6 mètres. Voici un exercice de l'examen 2020. On me parle d'une solution aqueuse de fluorure de sodium qui contient 21% en masse de ce composé et une densité qui est égale à celle de l'eau. On me demande de calculer la concentration molaire. Alors, première remarque importante, la densité de l'eau, vous devez la connaître, elle vaut 1. Deuxième remarque importante, quand vous avez un exercice de ce type-là, c'est à vous de poser une certaine quantité dans laquelle vous allez faire votre travail de calcul. Ici, je vais choisir de prendre 1 litre parce que 1 litre, c'est une quantité qui est raisonnablement facile à manipuler pour les calculs qui suivent. Donc, si je pose 1 litre, que sais-je sur ce litre? Mon litre, il va avoir une masse de 1 kg ou 1000 grammes, puisqu'en chimie, on parle généralement en grammes. Ça, je le sais parce que je suis au courant que la densité de l'eau vaut 1. Dans les 1000 grammes, je sais qu'il y a deux choses. Il y a d'une part le NaF et d'autre part de l'eau. Le NaF correspond à 21%. 21%, ça veut dire que je vais faire 21% des milligrammes qui seront du NaF. Donc j'aurai une masse de 210 grammes. 21% de 1000. L'eau, je peux calculer sa masse aussi. Je ferai 1000 moins les 210 grammes de NaF. Ici, je n'en ai pas besoin, donc je ne le ferai pas. D'accord? Ensuite, on me demande une concentration molaire. Si j'ai la masse, je vais utiliser la masse molaire pour trouver le nombre de moles, la quantité de matière. Et donc, la masse molaire du NaF, je vais aller chercher dans mon tableau périodique. Dans le tableau, je peux constater que la masse molaire du sodium, c'est 23, le fluor, c'est 19. 23 et 19, ça fait 42. Si la masse molaire, c'est 42 grammes par mole, je peux dire que le nombre de moles vaudra masse divisé par masse molaire, soit 210 sur 42. Alors 42, c'est 2 fois 21. Je l'écris parce que ça me permet de simplifier beaucoup plus facilement. 210 sur 21, ça fait 10. Et puis il me reste un demi. D'accord? Donc là, il me reste 10. Là, il me reste 1. Et donc j'ai 10 divisé par 2, soit 5 moles. Enfin, je relis la question, on me demande de calculer la concentration molaire. J'ai calculé plutôt que défini qu'il y avait 5 moles dans 1 litre. 5 moles dans 1 litre, ça veut dire que ma concentration, elle vaut 5 moles par litre. Qu'on note aussi 5 molaires avec un grand M. Faites quand même gaffe, le M de masse molaire et le M de la concentration molaire, ce sont des symboles qui sont les mêmes. Dans un cas, ça représente une unité, dans l'autre cas, ça représente une valeur. D'accord? Donc faites bien gaffe à ne pas vous tromper entre les grands thèmes et ce qu'ils représentent. D'accord? 5 molaires, c'était donc la réponse C. On me dit dans cet exercice que le cuivre présente deux isotopes, 63 et 65, et le chlore également deux isotopes, 35 et 37. Ensuite, on parle du rapport X, le nombre total de protons sur le nombre total de neutrons. Je vais noter X, ce sera proton divisé par neutron. Et on me demande le rapport X dans 1 g de chlorure de cuivre 2
si pour chacun des éléments, cuivre et chlore, l'isotope le plus courant, le plus abondant, est présent seul. Donc, la première étape, ça va être d'identifier l'isotope le plus courant. Entre le cuivre 63 et le cuivre 65, si on va voir dans le tableau périodique, on remarque que la masse atomique c'est 63,5, et donc ça veut dire qu'il y a plus de cuivre 63 que de cuivre 65. Donc ce sera le cuivre 63, et pour le chlore, la masse atomique c'est 35,5, donc à nouveau, il y aura plus de chlore 35 que de chlore 37. Pour chacun de ces deux éléments, je vais donc identifier le nombre de protons et le nombre de neutrons. Le cuivre, c'est le numéro atomique 29, donc il y a 29 protons. Et si sa masse atomique c'est 63, j'en déduis qu'il y a 34 neutrons. Pour le chlore, le numéro atomique c'est 17, il y a donc 17 protons. Et si la masse atomique vaut 35, j'en déduis qu'il y a 35 moins 17, soit 18 neutrons. Ensuite, on parle du rapport X dans 1 g de chlorure de cuivre 2. Donc déjà, je dois connaître ma nomenclature pour savoir ce que c'est le chlorure de cuivre 2. On parle bien de CuCl2. Le chlore a valence 1, le cuivre valence 2. Donc il faudra 2 chlores pour un cuivre. Alors le rapport dans 1 gramme, dans 1 kilo ou dans une mole, ce sera exactement le même, puisqu'on parle de rapport et que je suis en train de regarder donc, le lien entre le nombre de protons et le nombre de neutrons dans un échantillon, quel qu'il soit. Ici, je vais le faire dans une seule molécule, ce sera le plus simple. Je pourrais le faire dans une mole, ce sera raisonnablement simple aussi. Dans 1 gramme, évidemment, c'est plus compliqué parce qu'on va devoir utiliser la masse molaire, etc., pour calculer des valeurs qui ne sont pas nécessaires. D'accord? Donc mon X, il vaudra 29, le nombre de protons qu'il y a dans le cuivre, plus 17 fois 2, puisque j'ai 2 chlores, divisé par 34, le nombre de neutrons dans le cuivre, plus 18 fois 2, puisque, de nouveau, j'aurai 2 atomes de chlore. 17 fois 2, ça fait 34. 34 et 29, 63. On avait déjà calculé ça ici. Donc ici, j'aurai 63. 18 fois 2, ça fait 36. 36 et 34, 70. 63 sur 70, ça fait 9 sur 10, si je simplifie. Et donc, j'ai la réponse C. Le schéma ci-dessous ne représente pas une étape de la mitose d'une cellule dont la formule chromosomique est ta. Lorsqu'on emploie le concept de ne représente pas, cela signifie que parmi les 4 propositions de réponse, 3 d'entre elles sont correctes, tandis que l'une d'entre elles va être fausse. Alors, si on analyse un peu ce graphique, on nous indique qu'il s'agit d'une étape de la mitose. Ce que nous savons à propos de la mitose, c'est que lors de ce processus, vous allez avoir l'intégralité de vos chromosomes qui vont s'aligner sur le plan équatorial. Ici, sur ce schéma, vous avez un total de 1, 2, 3, 4, 5, 6 chromosomes qui sont alignés sur ce fameux plan équatorial. La problématique de cette observation, c'est que si nous analysons maintenant les propositions de réponse, nous voyons que dans chacune d'entre elles, nous avons bien un total de 6 chromosomes qui vont devoir être alignés. Le schéma ne nous permet donc pas de discriminer les différentes propositions de réponse les unes par rapport aux autres. Donc il va falloir en fait visualiser une autre façon de discriminer ces propositions de réponse, notamment en déterminant peut-être la proposition qui va être biologiquement invalide. En l'occurrence, vous savez que la valeur de n doit toujours être un nombre entier. Or, dans la proposition D, si on analyse la valeur de n, celle-ci va devoir être égale à 6 divisé par 4, soit 1,5. 1,5 n'étant pas un nombre entier, cela est biologiquement impossible. La bonne réponse était donc bien la réponse D. Le graphique ci-dessous représente l'évolution de la vitesse d'une réaction enzymatique dans des conditions non limitantes. Si on regarde un peu le graphique en question, on voit donc bien ici, en ordonnée, la variation de la vitesse de cette réaction en fonction d'un second paramètre expérimental. L'objectif de la question va être de déterminer la nature de ce second paramètre expérimental.
Dans le cas de réactions qui sont contrôlées par une enzyme, l'augmentation de cette vitesse de réaction va dépendre de plusieurs facteurs majeurs, tels que notamment la température, le pH ou encore les concentrations en substrat et en enzymes. Nous allons d'abord nous concentrer sur la proposition A, donc l'augmentation de la concentration en enzymes. Nous savons que celle-ci va accélérer dans un premier temps la réaction, et ce, tant qu'il y a suffisamment de substrat disponible pour se lier. Car une fois que tout le substrat est lié, la réaction ne va pas pouvoir s'accélérer, et ce même en augmentant la concentration d'enzymes, car il n'y aura plus de substrat à lier aux enzymes supplémentaires. On va donc ici atteindre un plateau qui va correspondre à une saturation. Il ne s'agit donc pas de la bonne réponse. Si on s'intéresse maintenant à la proposition B, l'augmentation de la concentration en substrat, nous savons également que celle-ci va augmenter dans un premier temps la vitesse de la réaction, et ce également jusqu'à un certain point. Car une fois que toutes les enzymes se sont liées, toute augmentation du substrat n'aura aucun effet sur le taux de réaction, car les enzymes disponibles seront déjà saturées et fonctionnent à leur taux maximal. La proposition A et la proposition B vont donc mettre en évidence un profil similaire. Il ne peut donc pas s'agir de la bonne réponse, et ce d'autant plus que leur profil ne correspond pas à l'image qui est représentée dans l'énoncé. Nous allons maintenant nous intéresser à la proposition C, donc l'augmentation de la température. Nous savons que les enzymes fonctionnent mieux dans des gammes de température et de pH spécifiques. Des conditions sous-optimales peuvent d'ailleurs faire perdre à une enzyme sa capacité à se lier au substrat. L'augmentation de la température va, en règle générale, accélérer la vitesse de la réaction. Et par contre, quand celle-ci devient trop importante, les enzymes vont avoir tendance à se dénaturer, ce qui va inhiber leur fonction et donc réduire la vitesse de la réaction. Nous pouvons donc définir par rapport à un profil schématique comme celui-ci, un pic quant à la vitesse de la réaction qui va donc mettre en évidence une température optimale pour l'activité de cette enzyme. La bonne réponse correspond donc bien à la proposition C. Nous allons maintenant répondre à une question de logique verbale qui est une sous-catégorie de la partie raisonnement que l'on rencontre au concours d'entrée. La logique verbale va essayer de vous faire travailler sur des problèmes, des petites énigmes, donc des éléments pour lesquels il n'y a pas vraiment de théorie, mais pour lesquels vous allez devoir réfléchir, essayer de trouver l'astuce qui se cache derrière le problème. Alors ici, la question nous dit que Monsieur E dit que Monsieur F ment. Monsieur F dit que Monsieur G ment, et Monsieur G dit que Monsieur E et F mentent tous les deux. On nous demande de savoir laquelle de ces propositions est vraie, à savoir soit E, F ou G dit la vérité, ou alors carrément tout le monde ment. La meilleure manière de répondre à ce genre de questions, c'est de mettre votre raisonnement par écrit. Ça évite de se perdre en route lors de raisonnement. Alors, il n'y a pas une seule manière de le mettre par écrit. Moi, mon fonctionnement, c'est de le mettre en 2 colonnes. C'est de mettre d'un côté la vérité, et en face, le mensonge. Et de simplifier en quelque sorte les informations qu'on nous donne dans l'énoncé. Donc par exemple, E, qu'est-ce qu'il nous dit? C'est que F ment. Ça, c'est la vérité d'après E. Autrement dit, si E ne dit pas la vérité, ça veut dire que F dit vrai. Pareil pour F. F, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit dans l'énoncé G ment. Autrement dit, si F ment, ça veut dire que G dit vrai. Et finalement, on a un petit cas particulier, G il renvoie carrément à E et F. Il nous dit que E et F mentent tous les deux. Et ici on a un petit détail qui est quand même important, c'est que du coup, si G ment, ça ne veut pas dire que E et F disent la vérité, mais en réalité que E ou F disent vrai. En logique verbale, la négation d'un « et » devient un « ou ». Alors ça pourrait carrément être E et F qui disent vrai, mais c'est un minimum E ou F qui disent vrai. Et ici, l'idée, ça va être d'essayer de trouver une boucle entre les différentes personnes qui se renvoient la balle,
et voir si la boucle se referme. Alors, personnellement, quand je vois un énoncé où tout le monde est en train de s'accuser de mentir, mon premier réflexe c'est de prendre la réponse D et dire que tout le monde ment, parce que simplement ça me semble le plus simple. En réalité, on va se rendre compte que c'est la première réponse qu'on peut éliminer. Puisque si tout le monde ment, on part de E par exemple, eh bien, si E ment, c'est-à-dire que on regarde du côté du mensonge. Et la phrase du mensonge de E, c'est que F dit vrai. Or, F ne peut pas dire vrai puisque la réponse D dit que tout le monde ment. Donc F devrait mentir aussi. Donc la D, ça ne marche pas. Alors on va essayer de déterminer parmi les trois qui dit vrai, puisque c'est les seules options qui nous restent. On va de nouveau commencer par E. Si E dit vrai, ça veut dire que F ment. Ça c'est la vérité d'après monsieur E. Donc si F ment, on doit aller regarder la phrase de mensonge de monsieur F, pardon. C'est que G dit vrai. Et si G dit vrai, on doit aller regarder du côté de la vérité de G, qui nous dit que E et F mentent. Et ici, on est face à un problème, puisque si E ment d'après G, ben ça va en contradiction avec notre point de départ qui était que E dit vrai, et non pas qu'il mentait. Donc E et G ici se contredisent, ça ne peut pas être monsieur E qui dit la vérité. Alors on va changer de couleur. Si on part de F, et que F dit la vérité, s'il dit vrai, c'est-à-dire que G ment. Si G ment, on doit aller regarder du côté du mensonge pour G, et E ou F disent vrai. Alors F il dit forcément vrai, puisque c'est notre point de départ, et si on regarde E, soit il dit vrai, soit il ment. Alors s'il dit vrai, c'est-à-dire que F ment, donc ça ne va pas, mais par contre, s'il ment, eh bien, ça veut dire que F dit vrai. Et donc on se retrouve avec une boucle qui fonctionne. Si F dit vrai, c'est-à-dire que G ment, si G ment, E ou F disent vrai, et dans ce cas-ci, c'est E qui ment et F qui dit vrai. Et donc ça nous renvoie ici, et la boucle continue. Donc il n'y a rien qui se contredit. Alors on peut quand même vérifier la dernière réponse, pour être sûr qu'on ne soit pas passé à côté de la bonne réponse. Si monsieur G dit la vérité, ça veut dire que E et F mentent, et si E ment, ça veut dire que F est censé dire vrai, alors que G vient de dire que E et F mentent tous les deux. Donc ça se contredit de nouveau. Ça ne peut pas être G qui dit la vérité. Et donc la bonne réponse, c'était bien celle qu'on avait trouvée. C'est monsieur F qui dit la vérité. Donc vous voyez ici, il n'y a pas de formule mathématique, il n'y a pas de règle absolue. Alors ça renvoie à des règles de logique verbale, par exemple la négation d'un et, ça devient ou, ça c'est une vraie règle théorique en logique verbale, mais sinon ce problème est un problème inédit, et ce qu'on teste surtout, c'est comment est-ce que vous arrivez à vous débrouiller face à un nouveau problème. Et la méthode que j'ai employée n'est pas la seule méthode. Certaines personnes utilisent une organisation en cercle qui renvoie E vers F vers G. Parfois on peut choisir aussi un ordre décisionnel. Si E dit quelque chose, ça nous renvoie à quelque chose. F dit ceci, ou alors il dit ceci, et ainsi de suite. En gros, il y a plusieurs manières de mettre par écrit votre raisonnement, mais le but c'est justement de mettre par écrit pour éviter de se perdre dans son raisonnement. Nous allons maintenant tenter de répondre à une question de communication de la partie 2. Alors la communication reprend les notions d'empathie, de communication et d'éthique. Ici, en lisant l'énoncé, on va vite voir à quoi ça fait référence. On nous dit qu'en Belgique, l'euthanasie est à l'heure actuelle une pratique étroitement encadrée par la loi. Il n'en reste pas moins que le sujet continue à alimenter des débats passionnés. Ci-dessous, vous trouverez 4 déclarations que l'on pourrait entendre dans une discussion à ce sujet, laquelle est la plus acceptable sur le plan éthique. Alors, on retrouve du coup un indice évident qui nous dit que c'est une question d'éthique. En réalité, que ce soit de l'empathie, de la communication ou de l'éthique, normalement il n'y a qu'une seule bonne réponse, donc ça ne devrait pas changer, mais ça vous donne un indice sur comment répondre à la question. Quand on parle d'éthique, dans un contexte médical, on fait référence à aux principes de bioéthique médicale. Ces principes, ce sont les principes d'autonomie, de non-malfaisance, de bienfaisance et de justice. Alors, l'autonomie fait référence au consentement libre et éclairé. Autrement dit, le patient est celui qui va prendre la décision le concernant. Alors, ça ne veut pas dire que le patient est roi et qu'il fait tout ce qu'il veut, mais c'est lui qui va avoir, en quelque sorte, le mot de fin, c'est lui qui va prendre une décision quand ça le concerne directement, ce qui est assez logique. Alors, dans la notion de libre et éclairé, le éclairé fait référence plutôt à la responsabilité
du médecin de bien expliquer au patient quelles sont les conséquences de telle ou telle décision, et donc ça lui permet de l'aider à prendre une décision correcte. La non-malfaisance, assez directement, c'est ne pas faire du mal au patient. Donc pas de traitement hasardeux, pas de choses qui pourraient augmenter ses souffrances, on essaye de minimiser ses souffrances. La bienfaisance, ça y ressemble, mais ce n'est pas tout à fait la même chose, c'est faire ce qui est bien pour le patient, mais d'après le patient. Et la justice, ici, il faut être juste, il faut être équitable, donc on ne fait pas de traitement de faveur entre un patient et un autre, on ne fait pas de discrimination. En plus de ça, si vous avez la notion de collaboration, qui n'est pas un principe de bioéthique en soi, mais qui est un indice, sur quelle pourrait être une bonne réponse. Si vous voyez qu'on collabore avec quelqu'un qui est plus à même de donner une réponse correcte sur une certaine situation, par exemple un avis d'un expert ou d'un confrère, eh bien ça peut être un bon indice que la proposition est intéressante. De manière générale, pour choisir la bonne réponse, on fait référence au principe de bioéthique et surtout, on prend en compte les conséquences d'une réponse plutôt que d'une autre. Quelles vont être les conséquences si je prends A plutôt que B, par exemple. Alors, de manière générale, lisez bien l'énoncé, ça c'est assez évident, mais regardez aussi les différentes propositions, puisque certaines propositions peuvent vous sembler correctes à première vue, et ensuite, lorsqu'on les compare aux autres, on se rend compte qu'elles n'étaient pas si bien que ça, et qu'il y en a une qui est en réalité meilleure. Alors, la proposition A nous dit que la décision de mettre fin à ces jours ne regarde que la personne concernée, il n'est pas nécessaire que la loi s'en occupe. Ici, on fait clairement référence au principe d'autonomie. La personne qui veut se faire euthanasier est la première intéressée, c'est elle qui va devoir trancher sur le fait que est-ce qu'on met fin à ces jours ou non. Mais par contre, ici on fait un raccourci en disant que la loi ne doit pas s'en occuper. Or, l'euthanasie est quand même un cas un petit peu particulier. En gros, par exemple, si quelqu'un veut mettre fin à ses jours et qu'il veut se suicider, la loi n'a rien à dire. Le suicide, c'est pas illégal, donc il n'y a pas de raison que quelqu'un vienne lui dire qu'il peut ou qu'il ne peut pas mettre fin à ses jours. La grosse différence avec l'euthanasie, c'est que l'euthanasie, il y a quelqu'un d'autre qui aide cette personne à mettre fin à ses jours. Donc, soit c'est carrément une incitation au suicide, ou alors ça peut être carrément vu comme une sorte de meurtre, mais avec autorisation de la personne qui se fait tuer. Donc, clairement, il faut que la loi protège là où le médecin qui va procéder à l'euthanasie, pour éviter toute répercussion légale qui pourrait aller contre justement ce médecin. Donc la A, ça n'a pas l'air d'être une bonne réponse. Dans la B, on nous dit que dans un état de droit comme l'est la Belgique, c'est le législateur qui doit cadrer les pratiques liées à la fin de la vie. Alors c'est pas mal, hein. Le législateur, c'est celui qui crée les lois, et donc ça fait clairement référence aux problèmes qu'on va rencontrer dans la proposition A. Il faut que la loi mette un certain cadre pour justement protéger les membres du corps médical qui procéderaient à une euthanasie. Donc la B, jusqu'ici, ça a l'air plutôt bien. On va les comparer avec C et D. La C nous dit que le sens de l'action du médecin, c'est de soigner ses patients, pas d'écourter leur vie. Alors ici, ça fait clairement référence au principe de non-malfaisance. Qu'est-ce que doit faire un médecin? C'est sauver ses patients. Or ici, on voit qu'il y a un conflit de valeurs. Même si ce qu'un médecin est censé faire, c'est soigner ses patients, eh bien ici, la demande clairement de quelqu'un qui se fait euthanasier, autrement dit du patient, c'est de mettre fin à ses jours. Donc le principe de non-malfaisance rentre en opposition avec le principe d'autonomie et de bienfaisance. Donc la C est un petit peu réductrice, dire que c'est juste sauver ses patients. Peut-être que ça permet justement de voir l'autre côté qui, lorsqu'un patient est condamné à mourir, eh bien on peut l'aider à partir de façon plus digne, ou en tout cas abréger ses souffrances. Donc la C est un petit peu réductrice sur un des principes, ça n'a pas l'air d'être bon, et on retrouve en réalité la même tendance dans la D, où on nous dit, même si elle est cadrée par la loi, l'euthanasie demeure fondamentalement un échec pour les équipes soignantes, et si vous avez en plus une notion de jugement, sous-entendu, si on n'a pas réussi à sauver un patient, c'est forcément un échec. Alors la C et la D, du coup, sont peu convaincantes, il nous reste la B comme bonne réponse. Alors elle n'est pas parfaite, et vous voyez qu'elle manque un petit peu de détails, mais c'est clairement la moins pire, et c'est une notion qu'on retrouve assez souvent en partie 2. Vous n'avez pas forcément une bonne réponse et 3 autres mauvaises, ça sera plutôt quelques réponses intéressantes et une qui sort du lot, une qui sera mieux que le reste.